Merci beaucoup aux trois panélistes d'avoir tenu le timing. Même si lors de la dernière intervention, on a dépassé le temps, mais les petites vidéos viennent agrémenter l'exposé et ça donne une autre vision aussi de ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique pour accueillir les migrants et pour leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. Donc, en résumé, vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Donc, la thématique de notre intervention, c'est l'influence de la migration sur les marchés nationaux de l'emploi. Vous avez assisté, tout comme moi, à la présentation de l'ANAPEC qui nous présente la stratégie de l'ANAPEC par rapport à son marché du travail. Donc, faire partir 15 000 migrants saisonniers en Espagne, c'est quand même beaucoup au niveau du marché du travail, mais c'est une stratégie aussi pour permettre aussi au marché local qui ne crée pas énormément d'emplois, il faut absorber, il y a 15 000 personnes qui peuvent partir dans le cadre d'un accord bilatéral avec l'Espagne. Donc, dans le cadre du projet migration que je gère, l'Espagne a des accords bilatéraux avec beaucoup de pays du projet migration. On est 5 pays dans le projet migration. Donc, l'Espagne a des accords bilatéraux avec 3 des 5 pays. Malheureusement, pas avec le Togo et le Ghana, mais avec le Sénégal, le Cap-Vert et la Mauritanie. Donc, l'Espagne a signé en février dernier un accord bilatéral, a mis en œuvre plutôt, un accord bilatéral qui existe depuis plusieurs années et qui n'a jamais été exploité par le Sénégal. Donc, et puis, il y a eu 49 migrants circulaires qui sont partis dans une première vague en mai dernier en Espagne. Donc, le Maroc aussi a permis à certains jeunes diplômés de pouvoir développer leurs compétences via l'Allemagne, via également la Belgique et également les Émirats arabes unis. Donc, on voit si on aborde les questions sur un plan strictement de l'emploi et pas sur le plan politique, on verra que à un certain moment, le service public d'emploi accepte aussi que certaines personnes qui sont formées avec l'argent public marocain puissent partir et éventuellement rester en Allemagne, se former en Allemagne et éventuellement y rester. L'Allemagne sera gagnant parce que pour avoir quelqu'un qui a déjà terminé avec le cycle secondaire, par exemple en France, pour amener quelqu'un vers le terminal, l'État dépense entre 20 à 30 000 euros de la maternelle jusqu'au terminal pour préparer quelqu'un. Donc quelqu'un qui laisse un pays à partir de 18 ans ou après son diplôme universitaire, il est parti avec quand même énormément d'investissements financiers de l'État pour partir travailler dans un autre pays. Mais quelque part, il fait partie de la diaspora. Il n'est pas là pour aider au développement du pays, mais en étant extérieur, il peut envoyer des fonds. Et il peut revenir aussi avec des connaissances nouvelles. Donc, tout dépend de la manière dont on interprète la question de la migration, mais c'est un système gagnant-gagnant. Pour l'Allemagne, ça permet d'augmenter la consommation intérieure. Il y a beaucoup plus d'actifs sur le marché du travail qui peut compenser le problème du vieillissement de la population allemande. Et d'un autre côté, le Maroc n'a pas créé suffisamment d'emplois pour embaucher tout le monde parce qu'il y a un système éducatif qui met énormément d'actifs sur le marché. Le Maroc a trouvé des moyens en exploitant les accords internationaux pour permettre à cette main-d'œuvre-là de trouver du travail. Le Cameroun nous a fait sa présentation. C'est un pays qui est entouré d'autres pays voisins qui soit ont des difficultés sous des problèmes de guerre ou des problèmes interethniques, qui reçoit énormément de réfugiés. Et ces réfugiés-là vont certainement rentrer en concurrence sur le marché de l'emploi local. Et en même temps, il y a beaucoup de Camerounais qui partent à l'étranger et l'impact du transfert de fonds des Camerounais vers le Cameroun est extrêmement important. Donc on n'a pas le pourcentage en termes par rapport au PIB, mais on a entendu les montants assez stratosphériques, plus de 180 milliards de francs CFA. C'est énormément d'argent qui sont transférés via la migration
et qui permet aussi à l'économie, si on gère très bien cet argent de la diaspora, de redémarrer. Donc ensuite, on a vu en dernier lieu la Belgique avec l'intégration des migrants, parce que la Belgique a tout intérêt à intégrer les migrants, parce que plus ils sont formés aux normes et aux principes belges, plus ils seront efficaces dans le travail et plus ils seront productifs. Donc l'économie sera gagnante et ces migrants-là peuvent aussi transférer une partie des fonds qu'ils gagnent vers leur pays d'origine. Donc, dans un contexte de globalisation, l'impact sur le marché du travail, si on veut chercher les impacts négatifs, on en trouvera. Mais quoi qu'il en soit, la migration, c'est un phénomène qui existe depuis que l'Homo erectus existe. On ne peut pas le contenir, on peut l'accompagner. Donc, on attend vos questions par rapport à vos expériences chez vous également, et des questions d'approfondissement que vous aurez à poser à nos différents panélistes par rapport à leurs exposés. Je l'ai dit au départ, on est en service public de l'emploi. C'est le moment aussi de confronter les idées, de questionner par rapport à ce qui se passe chez vous, chez nous, chez moi. Actuellement, en France, on est en pleine réflexion sur les questions des travailleurs détachés. Je ne peux pas faire l'économie de la France, donc je représente le Pôle emploi. Donc, toute la question des travailleurs détachés, c'est parce que à un certain moment, les travailleurs qui viennent de la Bulgarie, de la Roumanie, pour travailler dans le secteur agricole, quand ils sont détachés, certaines entreprises veulent qu'ils soient payés au salaire de leur pays d'origine, ce qui n'est pas normal. Donc, parce qu'en arrivant en France, ils ont un salaire qui est nettement inférieur au salaire des ouvriers français. Donc, la France exige que ces travailleurs-là soient payés au même montant, comme l'Espagne l'a fait avec les Marocains, les ouvriers marocains, de les payer au même montant qu'on paye un ouvrier marocain, un ouvrier français. Donc voilà, c'est des questions à gérer, des questions aussi à approfondir. Donc je vous laisse la parole. S'il y a des questions à droite, à gauche, on prend. Le nombre de questions va être limité parce qu'on a épuisé à peu près 20 minutes du temps. Mais ce débat est assez intéressant. C'est le moment pour vous aussi de dire ce qu'il y a, parce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert dans la migration, c'est qu'on a toujours tendance à envoyer nos travailleurs chez les autres et on ne veut pas recevoir les travailleurs chez nous. Alors que c'est un système, c'est un flux entrant et sortant qu'on doit gérer en toute transparence. Donc, et cet aspect-là, c'est cet aspect-là qu'il faut qu'on approfondisse aussi. Comment nous, on gère les migrants qui arrivent chez nous et comment on les accueille. Sur ce point, avant de donner la parole, j'avais vu quelque chose d'assez intéressant dans le cadre du projet Migration. Et je tiens à féliciter le DG de la NPE du Togo, M. Edmond Amoussou, parce que quand j'ai fait le diagnostic de la NPE, c'était l'un des seuls pays, sinon le seul pays, où dans le panel, j'avais vu des demandeurs d'emploi qui venaient d'autres pays, notamment des Nigérians, donc qui étaient là et qui ont bénéficié de l'offre de service de la NPE du Togo, alors que dans les autres pays, je n'ai pas croisé des demandeurs d'emploi d'autres nationalités. Et ce n'étaient pas des réfugiés, c'était des travailleurs migrants. Donc je vous donne la parole et ensuite les panélistes vont répondre à vos questions. Merci. Allez, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez la parole, monsieur le DG. Alors, merci beaucoup. J'ai la question pour notre collègue du Maroc. La formation en amont pour préparer les cohortes pour le départ. Supposons que les gens doivent aller en Espagne pour faire de la cueillette. Vous les formez avant sur le métier de cueillette. Qui finance ça? Vous prenez sur l'argent de la NAPEC et sur la langue aussi. Vous prenez l'argent ou bien c'est le pays d'accueil qui vous donne les sous. Je pose la question parce que j'ai sur la table des demandes venant de l'Allemagne. 500 personnes sur le secteur service à la personne, les centres de personnes âgées. Mais il faut avoir l'allemand B1, B2. Je m'attrape la tête parce que je ne sais pas qui va me donner l'argent, puisque mon gouvernement n'a même pas d'argent. Voilà. Donc, pour Eve-Marie, je voudrais savoir d'où partent les migrants. J'ai suivi, mais je ne sais pas s'ils sont déjà sur place ou on peut te les envoyer. Je voulais comprendre
Si c'est une opportunité pour qu'on t'envoie des gens. Ou bien c'est les gens déjà établis là-bas irrégulièrement que tu veux régulariser. Merci. Oui, c'est Madame Angélique de la RDC. Ma question ne s'adresse qu'à tout le monde en général, parce que je n'ai pas suivi le début. C'est pour connaître le protocole qui lie cet afflux de demandeurs d'emploi étrangers entre vous et le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà des visas d'établissement chez vous, ou bien après que vous les ayez engagés, ils peuvent alors être analysés et obtenir un visa sur de la migration qu'ils subissent? Ça c'est un. La deuxième, c'est la même question que mon confrère. Qui donne l'argent de la formation? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont des partenaires? Et qui les forme aussi? Ce sont vos partenaires ou vous-même de façon spécifique? Merci. Après ces trois questions, on va équilibrer, hein, sinon ça va chavirer. Après, on va traverser de l'autre côté. Dernière question de ce côté. Bonsoir à tous. Je suis Pierre Oyono de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, étudiant-chercheur en migration. Tout d'abord, je voudrais remercier les panélistes pour la qualité des différentes présentations et faire une observation ici pour constater que lorsqu'on parle de jeunesse, migration, je m'attendais aussi quand même à voir des jeunes présents dans la salle pour présenter également leur réalité qu'ils rencontrent eux-mêmes. Et j'aimerais aussi également dire bravo à la CEP qui est une grande organisation en matière de multilatéral. Ma question va aller à M. Jérémy du Cameroun. Voyant l'actualité récente des tendances xénophobes en Afrique du Sud, et cela concerne bien évidemment les travailleurs. Et on a parlé ici au Cameroun des Nigérians qui se spécialisent dans le domaine de l'automobile et des Maliens également dans le textile. Sachant déjà que nos nationaux, quand ils le voient, la plupart maintenant commencent à se spécialiser dans ces domaines-là et voient là une concurrence déloyale de la part des étrangers, parce que on a remarqué qu'on a tendance à favoriser les étrangers migrants. Donc que pensez-vous alors, comment les Camerounais les nationaux peuvent s'y retrouver qui ne voient pas en fait qu'il y a là une concurrence déloyale de la part des étrangers. Et j'aimerais également savoir, comme nos confrères du Maroc l'a si bien dit, qu'il existe des relations de formation avec d'autres pays. Si également au Cameroun, on retrouve également ce genre de formation où on a des jeunes diplômés qui peuvent aller en formation dans d'autres pays comme le Maroc, a cette relation également avec les Émirats arabes unis. Merci. Allez, on prend une question. Ok, on va traverser de l'autre côté. On va aller dans le sens de la ligne. Merci beaucoup. On se présente. Oui, Samala Sidibé, l'ANP du Mali. Monsieur Sidibé, ANP de Mali. Voilà. Bon, comme il y a beaucoup de Sidibé là. Moi, en fait, je voulais savoir avec le FNE et Gomezo, le projet PARIC là. Hein? Est-ce que c'est essentiellement avec OFI ou bien il y a d'autres partenaires impliqués?
Ensuite, je voulais savoir, OFI intervenant ici comme au Mali, est-ce que OFI prend les migrants venant d'autres pays que la France? Hein? Ensuite, le cas, bon, moi j'imagine, comme le chercheur vient de dire là, en fait, on s'est intéressé un peu à la gestion de la migration professionnelle légale. Mais le cas du marché informel n'a pas été évoqué. Or, généralement, c'est là où il y a beaucoup de tensions, c'est là où il y a beaucoup de conflits. Moi, je voudrais aussi vous parler du cas un peu du Mali, parce que nous avons, le Mali a essayé de développer avec la diaspora une expérience de valorisation des compétences. C'est-à-dire que les compétences qui sont à l'extérieur des Maliens, en venant au Mali lors des vacances, l'État a conclu un accord avec eux qui est appuyé un peu par l'Union européenne. Ces compétences viennent former les Maliens dans des aspects stratégiques du développement du pays. C'est ce qu'on appelle le programme TOCTEN. C'est un programme aujourd'hui qui valorise vraiment les compétences des Maliens qui sont à l'extérieur vis-à-vis des besoins locaux, des besoins nationaux. Merci. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, on a encore deux questions. Et puis après, on va passer à la séquence des réponses à vos principales questions. Merci. Merci. Monsieur Modeste Bitoko, on aime RDC. Oui, j'avais suivi Monsieur Ngomezo Cameroun, qui a semblé nous parler des migrants et des réfugiés directement. Finalement, je suis dans la confusion. Est-ce que les réfugiés, c'est lui les migrants, ou les migrants, c'est lui les réfugiés? Merci. Vous pouvez reprendre la question? Monsieur Ngomezo avait parlé des réfugiés et des migrants directement. C'est pourquoi je me dis, je suis maintenant dans la confusion. Est-ce que les migrants, c'est les réfugiés, ou les réfugiés, c'est les migrants? Merci. Du colonel Frédéric de l'ONAPE du Tchad. C'est un peu dans le même ordre d'idée que notre collègue. On parle de la migration professionnelle. Alors, je me demande, est-ce que la migration professionnelle est un concept globalisant, ou bien il y a une différence entre les réfugiés qui, nous savons déjà, qui sont régis par la Convention de Genève de 1951. Or, de l'autre côté, le travail des migrants est régi par les conventions des BIT. La question qui se pose, tout à l'heure, le modérateur avait dit, quand on parle de la migration professionnelle, nous sommes prêts à envoyer les travailleurs ailleurs, mais nous ne voulons pas recevoir. C'est vrai, nous sommes dans un même espace, mais nous avons des réalités bien différentes. Nos pays, par exemple, la plupart de nos politiques protègent l'emploi pour les nationaux. Et nous sommes quelque part incapables d'offrir cet emploi à nos demandeurs d'emploi ou à nos chercheurs d'emploi. Alors, si nous avons des accords bilatéraux ou multilatéraux, bien sûr, nous pouvons les envoyer ailleurs conformément à ces accords. Mais si nous acceptons de les recevoir, est-ce que nous avons des emplois à les proposer? Aujourd'hui, dans les pays du Nord, les gens sont à un certain niveau où ils sont prêts à recevoir des travailleurs parce qu'il y a le vieillissement des travailleurs de la population et tout. Or, nous avons une population très jeune et qui manque d'emploi. Au-delà de ça, les fonds que les SP disposent, je prends l'exemple de mon pays. Nous avons organisé un forum avec l'OICR sur 3 axes. L'accès des réfugiés à la terre, à l'éducation et à l'emploi.
L'accès à la terre ne pose pas problème parce qu'aujourd'hui, au Tchad, il y a des réfugiés qui ont mis plus de 20 ans et autres. Ils ont des champs qu'ils cultivent. Il y a les enfants réfugiés qui sont nés au Tchad, ils ont étudié, ils ont des diplômes et tout. Mais arrivé sur le marché de l'emploi, il y a un problème qui se pose parce que nous n'avons pas transcrit dans nos lois nationales leur statut qui est dans la Convention de Genève. Et donc, avant de parler de travailleurs migrants ou de réfugiés, il va falloir que nous prenions en compte et dans nos lois et aussi dans nos stratégies, c'est-à-dire les outils de mise en œuvre et aussi les fonds pour assurer ces concepts. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre intervention. Donc, avant que je donne la parole aux panélistes, parce qu'il y a des questions vraiment ciblées sur le Cameroun, il y a quelques questions aussi pour le Maroc et également pour la Belgique. Donc, si je veux revenir sur un point, c'est sur la question de la transposition dans les lois, le statut des réfugiés, le statut des travailleurs migrants. Aujourd'hui, on est là en tant que service public d'emploi. Normalement, on s'occupe de la problématique de la main-d'œuvre. Donc, un migrant qui est accepté comme migrant dans un pays, selon les règles de la Convention de Genève, ils doivent normalement avoir accès à tous les services qui sont proposés aux nationaux, notamment les services de l'emploi. Ils ne devraient pas avoir des soucis. Donc, la question des travailleurs migrants, c'est autre chose. Mais je ne vais pas énumérer, mais il suffit d'aller sur le site de l'Organisation internationale du travail. Vous allez voir le nombre de pays qui signent les conventions et qui ne les ratifient pas. Donc, des fois, on peut penser qu'on est plus intelligent que les autres, mais après, on va payer les conséquences. Donc, je peux prendre des exemples des pays qui ne sont pas ici, mais qui sont sur d'autres continents, que je connais très bien, qui ont signé les conventions de l'OIT, mais qui n'ont pas ratifié. Mais quand ils ont des problèmes avec des migrants qui sont dans d'autres pays et il faut les rapatrier, eh bien, ils se trouvent face à un vide juridique. Donc, le pays qui est un pays d'accueil qui avait signé et ratifié, il a le droit de transférer les migrants vers le pays d'origine. Mais le pays d'origine n'avait pas ratifié. Donc, il a un problème maintenant pour savoir comment il accueille ses propres nationaux. Donc, cette question, demain, je vais intervenir sur la question du rôle des services publics d'emploi, où je vais parler des différentes fonctions des services publics d'emploi. Et là-dedans, j'espère avoir le temps, parce qu'en 10 minutes, il va falloir que j'aille très vite, pour vous expliquer également qu'un service public d'emploi a un ensemble de fonctions au sein d'un pays. Donc, c'est ces fonctions-là qu'il faut voir d'abord, et ensuite, on va mettre les moyens en face, on va regarder est-ce que les moyens permettent au service public d'emploi de remplir ces fonctions-là. Si les moyens ne permettent pas, c'est aux responsables d'aller voir les ministères de tutelle et leur expliquer clairement, je ne peux pas, en tant que service public d'emploi, répondre à mes différentes fonctions en tant que service public d'emploi. Et que le gouvernement fera son choix. Il vous aide, il ne vous aide pas. Mais au moins, vous savez ce qui vous attend en tant que service public d'emploi dans l'accompagnement des migrants sur le marché du travail. On a énormément d'impact à faire. Hier soir, dans son intervention, le DG du Cameroun, M. Camille Moutet, il avait pris l'exemple de Pôle emploi et d'autres, le SPE allemand, je crois, comme des États dans l'État. Quoi, c'est ce qu'il a dit hier soir. Ah ben oui, Pôle emploi, c'est 54 000 employés. C'est un budget de 5,7 milliards d'euros. Donc c'est une grosse machine, mais c'est une grosse machine qui a un ensemble d'obligations liées à ses fonctions dans l'économie française. Donc Pôle emploi doit implémenter un ensemble de politiques publiques et Pôle emploi doit chercher les solutions pour répondre aux attentes des demandeurs d'emploi, répondre aux attentes des employeurs et répondre aussi aux besoins du marché du travail. Demain, on va aborder ces points-là. J'espère que ça va vous permettre de voir
que éventuellement, que dans votre situation actuelle, peut-être les moyens ne vous permettent pas de remplir vos fonctions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être aller voir le gouvernement avec des éléments d'argument. Parce que le marché du travail, on est sur l'intermédiation. On doit interagir sur le marché du travail en tant que service public d'emploi. Et pour interagir, on doit développer un ensemble de mécanismes qu'on travaillera demain là-dessus. Je passe la parole à nos collègues qui sont autour de la table, notamment au Maroc, donc pour répondre aux premières questions qui ont été posées. Merci pour la pertinence de vos questions. Alors c'était par rapport à la question qui finance la formation et également sur les démarches de visa, comment ça se fait. Une chose, c'est que lorsque je parle des 15 000 ouvrières agricoles qui partent chaque année en Espagne et qui entrent dans le cadre de la migration circulaire, le processus il est gratuit et l'ANAPEC n'obtient aucune aide financière de la part de l'Espagne. Tout simplement parce que lorsque les autorités espagnoles communiquent aux autorités marocaines leurs besoins en recrutement, l'ANAPEC, elle répartit le nombre, c'est-à-dire le besoin réel, le nombre d'ouvrières agricoles dont l'Espagne a besoin sur les 12 régions du Maroc. Et là, le gouverneur de chaque région, il affecte sa part, ce quota-là, au milieu rural où il y a des ouvrières agricoles. Donc, une fois le milieu rural est identifié, les conseillers en emploi de l'ANAPEC se présentent avec l'aide des autorités locales pour organiser l'opération de présélection des ouvrières agricoles. Une fois la présélection est terminée, là, on invite les Espagnols pour venir au Maroc pour finaliser les entretiens de sélection définitive. Alors, une fois les ouvrières agricoles, elles sont recrutées. Donc, c'est l'ANAPEC qui gère par la suite toutes les procédures et les démarches pour l'obtention des visas. C'est-à-dire que là, nous avons un système informatisé en interconnexion avec les Espagnols. Et à partir de ce système-là, nous avons la possibilité d'éditer les contrats, de vérifier l'identité de chaque candidate, bien évidemment. Nous organisons des séances de sensibilisation sur les droits, les devoirs, pour ne pas avoir un taux de fugue important. Et là, donc, c'est-à-dire que ces ouvrières sont habituées à la cueillette, généralement de fruits rouges, ou du moins qu'ils travaillent dans le milieu rural. Et nous avons nos propres indicateurs de présélection pour réussir cette opération-là. Par rapport à la question également de financement des formations, le Maroc, chaque année, comme nous sommes un établissement public d'emploi et que toutes nos prestations sont gratuites, annuellement, minimum, nous formons dans le cadre de la formation qualifiante et de reconversion 20 000 candidats marocains, 20 000 chercheurs d'emploi marocains. Sur quelle base nous finançons ces personnes-là? Tout simplement sur la base de la veille prospective qui se fait à travers l'ANAPEC. C'est-à-dire qu'annuellement, nous avons 5 000 entreprises qui remplissent des questionnaires tout simplement pour nous donner une idée claire sur les besoins en recrutement à court et à moyen terme. Et donc sur la base de cette veille prospective, des résultats de cette veille prospective, donc c'est le Maroc, c'est l'ANAPEC qui confectionne le questionnaire. Alors là, donc sur cette base-là, qu'est-ce qu'on fait? On approche les opérateurs de formation, il y a des appels d'offres et c'est l'ANAPEC qui détermine le plan de formation également, elle valide le profil des formateurs. Donc une fois la personne, une fois l'opérateur de formation, il est validé, donc la formation
passe et l'ANAPEC, durant ce temps-là, il vérifie à travers des opérations de prospection, de visite, est-ce que la formation a été faite en bonne et due forme. Et une fois les personnes ils terminent leur formation, ils sont automatiquement orientés vers les employeurs, vers les secteurs porteurs sur lesquels cette formation a été faite. Par rapport à la question du visa, c'est-à-dire comment on fait pour les visas, généralement pour le placement à l'international, ça se passe en principe à travers des accords bilatéraux entre le Maroc et l'Espagne et l'Allemagne et la France. C'est-à-dire qu'une fois la personne elle est retenue par un employeur étranger, la procédure de visa, d'obtention du visa, elle est facilitée de manière incroyable. C'est-à-dire que, je n'ai pas cité le cas du Canada, on a la possibilité d'avoir un visa dans un délai de 48 heures parfois. 48 heures pour, une fois la personne dépose son dossier, 48 heures, il a son visa. Donc c'est pour le cas de l'Espagne, du moment que c'est une coopération triangulaire entre l'Agence fédérale allemande pour la coopération et pour l'association des restaurateurs et des hôtels, c'est-à-dire que même lors des sélections, il y a c'est-à-dire des représentants du secteur public qui se présentent au Maroc pour participer, pour également définir l'opérateur de formation. L'opérateur de formation, il est défini par les employeurs. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont formés au Maroc, mais sur la base des critères de sélection qui sont définis et des critères de formation qui sont définis par les employeurs étrangers. Par rapport à la question pour l'Allemagne, il faut un niveau de langue parce que c'est difficile, surtout lorsqu'on parle du secteur de l'hôtellerie-restauration. La personne il doit maîtriser les langues de manière, c'est-à-dire il doit être fluent dans la langue. Tout simplement, c'est l'ANAPEC qui organise l'opération de présélection des candidats. Alors si je prends le cas de l'Allemagne, nous avons présélectionné 200 candidats, mais là nous avons mis des critères de sélection, c'est-à-dire que minimum la personne elle devrait avoir un niveau A2 en langue allemande, niveau A2, de manière à ce que durant 6 mois, une formation accélérée en langue allemande va permettre à la personne d'obtenir par la suite un niveau B2. Et j'aimerais signaler une chose, que les employeurs, les 60 employeurs allemands ont été vraiment impressionnés par les compétences linguistiques des Marocains, et c'était des bacheliers. C'est-à-dire que là, nous avons les personnes qui sont parties en Espagne, nous avons dit que l'âge minimum était entre 18 et 30 ans. Et donc ça se passe de cette manière-là, tout simplement. Pour le projet avec l'Allemagne et le projet avec la Belgique, nous avons reçu des dons dans ce sens. Mais lorsqu'on parle des 15 000 qui partent chaque année dans le cadre d'une migration circulaire, donc tout simplement c'est une présélection qui est ciblée sur les profils qui vont répondre aux besoins exacts des employeurs. Lorsqu'on parle du cas de notre projet avec les Émirats arabes unis, tout simplement, ils ont mis en place une annexe dédiée au métier de la santé. C'est un établissement public qui a ouvert son annexe à Rabat. Et là, c'est-à-dire que même pour les bénéficiaires, ils perçoivent une indemnité, une bourse mensuelle de 500 €. C'est pas le Maroc qui donne ça, mais ce sont les Émirats arabes unis qui donnent cette bourse-là. Donc, j'espère avoir répondu à votre question sur les démarches visa et la formation, et qui fait la formation et par quels moyens de financement. Merci. Je pense que oui. Si je vais ajouter une toute petite précision, ou peut-être non, quelque chose d'additionnel plutôt, au lieu de précision, parce que tu as été très clair, c'est que lorsque le Sénégal, qui fait partie du projet Migration, a actionné l'accord bilatéral avec l'Espagne,
j'ai été informé et j'ai sollicité très vite le Maroc, qui est partenaire du projet également. Donc le Maroc a mis un expert à disposition dans le cadre du projet Migration pour accompagner l'ANPEJ du Sénégal dans ce processus. Donc en un mois et demi, l'ANPEJ a sélectionné les migrants circulaires, a fait passer les entretiens. Les employeurs espagnols sont partis à Dakar. Ils ont passé les entretiens avec l'employeur et les migrants sont partis. Les 49 Sénégalais, ils sont partis et les questions de visa, ça a été réglé très très vite. En moins d'une semaine, tout était OK. Donc pour vous dire que dans cette démarche, il y a un gros travail à fournir par le service public d'emploi. Il y a les moyens à mettre, surtout les moyens humains, parce que financièrement, finalement, ça ne coûte pas énormément. C'est surtout le moyen humain à mettre derrière. Et également, le fait de ne pas laisser les demandeurs d'emploi tout seuls, parce que quelqu'un qui vient d'une commune reculée, d'une région reculée, qui ne connaît pas même la capitale et qui ne sait même pas comment faire son passeport, ah ben, le service public d'emploi marocain, quand on a accompagné au niveau de Pôle emploi le Maroc dans la montée en compétences, on leur a expliqué comment on a fait au Pôle emploi, le Maroc l'a appliqué, la Tunisie, et également le Sénégal a fait pareil. L'ANPEJ a pris en charge la gestion administrative des dossiers. Ça évite qu'un demandeur d'emploi qui vient de Saint-Louis ou de Tambacounda, qui ne connaît pas Dakar et qui ne connaît même pas où se trouve l'ambassade d'Espagne, pour qu'il se perde à Dakar parce qu'on perd du temps, parce que son passeport n'est pas finalisé. Alors que l'ANPEJ est à Dakar, l'ANPEJ peut régler ce problème-là. Eh bien, ça a été réglé très vite parce que tout a été pris en charge. Donc les demandeurs d'emploi sont arrivés, les photos sont faites, tous les empreintes, les trucs, et puis en quelques jours, ils ont eu leur passeport et les visas. Donc pour vous dire que à un certain moment, il y a une question d'implication et de responsabilisation de tout un chacun, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, et également le service public d'emploi qui est pilote et qui doit avoir le support des préfets de région pour sélectionner les gens. Donc c'est quelque chose, c'est un enjeu et cet enjeu-là implique la participation de tous les services de l'État. Et ce qui est important, c'est qu'un service public doit être gratuit et c'est ce qui va donner confiance aussi aux demandeurs d'emploi de voir que dans tout le processus, le privé va leur demander de l'argent, mais l'État ne demande pas d'argent. Donc, et ça va leur donner confiance et ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Parce que le plus difficile, j'ai discuté avec les collègues du Maroc, c'est qu'à un certain moment, il n'y a plus de confiance et on pense faire partir 14 000 migrants et à la fin, il y a 4 000 abandons. Et l'employeur en face, il attend 14 000. Hein. Ah ben, il y a 4 000 personnes qui décident de ne pas y aller. Ça veut dire que le travail de présélection a été mal fait, l'accompagnement a été mal fait. Le Maroc n'est pas dans cette situation-là parce qu'ils ont compris qu'il faut accompagner les gens jusqu'au bout. Des fois, ils les amènent même à l'aéroport. Oui, exactement. Par exemple, l'ANAPEC, elle appuie les ouvrières agricoles au moment du départ, remise des passeports, fiches de police, billets à chaque ouvrière. C'est-à-dire que comment on gère cette opération-là? Dans chaque région, elle accompagne les ouvrières sur les 10 régions. Chaque région accompagne les ouvrières agricoles dans les démarches administratives. C'est-à-dire que passeport, fiche anthropométrique, certificat médical, photo, reçu de virement, de frais, de visa, donc tout. Et là, la consolidation de l'ensemble de ces dossiers se fait au niveau de la direction régionale de l'ANAPEC qui est à Tanger. Je rappelle qu'à l'ANAPEC, nous sommes uniquement 600 conseillers en emploi sur tout le Maroc, répartis sur 83 agences. Et là, en parfaite concertation avec le consulat de l'Espagne à Tanger, nous avons un quota de 2000 dossiers qui doivent être déposés hebdomadairement. 2000 dossiers. Et là, une fois nous récupérons les visas, donc on invite les ouvrières au port de Tanger pour leur remettre leurs documents et également leur faciliter toutes les procédures d'embarquement. Merci. On passe à la réponse aux autres questions. Merci.
Merci à tous pour toutes ces nombreuses questions. Ça veut dire que mon exposé était intéressant. Alors, je commencerai par la RDC, qui voulait bien avoir encore des éclaircissements par rapport au concept migrants et réfugiés. En fait, le terme migrant est globalisant. C'est celui-là qui part d'un point à un autre. Donc, il faut à tout prix ce mouvement. Dans mon exposé, je parlais même des migrants internes. Donc, migrant, c'est le terme global. Le statut même de réfugié peut évoluer de réfugié à migrant dès qu'il est nationalisé dans ce pays-là, ou bien il a mis long dans ce pays. Au lieu d'être réfugié encore, il peut être simplement migrant parce qu'il n'est pas né, il n'est pas originaire de ce pays, il a simplement bougé de sa nation, de son pays à un autre. Bien, et ceci nous permet, évidemment, en fait, lorsque, un cas précis, lorsqu'on parle de migrants, c'est pour cela qu'on va parler des migrants réguliers et des migrants irréguliers. Ceux de nos enfants qui s'en vont mourir à la Méditerranée, là, c'est tous des migrants. Hein? C'est des migrants irréguliers, mais d'autres, il y a quelques mois, le Fonds national de l'emploi a envoyé des informaticiens en France. En fait, une entreprise française est venue recruter ici sur place des informaticiens. Ça, c'est des migrants aussi, mais des migrants réguliers. Donc, ils partent, ils trouvent déjà un emploi qui les attend et ils travaillent. Ça, c'est la petite différence. Bien, alors, ceci nous permet de remonter et revenir à la toute première question, celle de notre fils de lyrique, le chercheur, qui mentionnait le problème de concurrence pratiquement déloyale sur le marché de l'emploi national par rapport à aux migrants nigériens ou peut-être maliens, tel que je le disais tantôt, qui ont occupé certains pans du marché de l'emploi camerounais. Je dirais qu'il ne s'agit pas là d'un vide juridique. Si vous le voyez que la loi les protège, c'est simplement par rapport aux engagements de notre État. Lorsque nous avons ces étrangers-là ici au pays et qu'ils sont enregistrés légalement avec un certain statut d'étranger, ils sont protégés par les conventions internationales. Et là, le Cameroun n'y peut rien parce que le Cameroun a signé ces conventions et le Cameroun les a aussi ratifiées. Tantôt, le modérateur vous disait qu'il y a des petits malins, des pays qui jouent aux petits malins, qui signent des conventions mais qui ne les ratifient pas. Hein? Mais lorsqu'on a signé et lorsqu'on les ratifie, on est soumis à la loi internationale. Sinon, on aura des sanctions au niveau international. Donc, à ce niveau, je ne peux aller à mon niveau dans les détails parce que vous n'êtes sans savoir, heureusement vous êtes Camerounais, vous n'êtes sans savoir qu'au niveau du marché de l'emploi camerounais, ce n'est pas le ministère de l'Emploi qui gère les migrants de travail, les migrants professionnels, mais c'est plutôt le ministère du Travail. Nous avons effectivement deux ministères ici au Cameroun. Donc, c'est le ministère du Travail qui les gère. Bien, alors je passe à votre deuxième question. Pourquoi est-ce que, ou bien comment est-ce qu'il y a une possibilité que des jeunes Camerounais, à l'instar de ceux du Maroc, puissent être formés aussi à l'étranger? Bien sûr, mais il vous a donné la condition, à condition que les pays signent des conventions de partenariat. C'est ça la condition. Dans mon exposé, je le disais tantôt, les difficultés que nous avons au niveau du Cameroun, c'est que nous n'avons pas signé beaucoup de conventions de partenariat avec
des pays avec lesquels nous pouvons travailler. Donc cela viendra dans tous les cas sans doute, mais nous en sommes là pour l'instant. Je passe à la question de l'ANPE Mali qui se demandait le PARIC, est-ce que le partenaire unique c'était l'OFI, est-ce que l'OFI n'intervenait que pour les ressortissants, en fait les nationaux qui reviennent de la France. Je vais vous prendre le cas, l'OFI conduit un programme. L'Allemagne, pour la France, l'Allemagne a aussi des structures qui conduisent ce même type de programme et avec lequel nous avons commencé dans le PARIC. Le PARIC, il faut le souligner, c'est une création du Fonds national de l'emploi et qui recherche simplement des partenaires avec lesquels travailler au niveau national, au niveau international. Alors, l'Allemagne ne peut s'occuper et ne veut s'occuper que des ressortissants, en fait de ceux-là de la diaspora qui ont été dans son pays et qui veulent rentrer. Et c'est de la même manière que l'OFI, dans le contrat que nous avons avec l'OFI au Cameroun, l'OFI ne s'occupe que des Camerounais de retour de France. Bien, c'est pas pour la petite histoire, mais nous espérons que ce n'est pas une possibilité de renvoyer à terme des gens qui ne veulent pas avoir. Bon, mais nous sommes partis dans le cadre du PARIC, du retour volontaire de nos compatriotes. Ceux-là qui sont refoulés et tout cela, le Fonds national de l'emploi ne s'engage pas dans de pareils partenariats. Donc, ce devrait être d'abord un retour volontaire de ceux-là qui reviennent. Bien, je continue avec la question du Tchad, qui est demandée par rapport à la... C'est même pas une question, moi je dirais que c'est une contribution, c'est une réalité. Nous avons partout dans nos marchés de l'emploi des jeunes. Le chômage est élevé chez nous en Afrique. Si nous nous mettons à vouloir importer de la main-d'œuvre d'ailleurs, ça devient problématique évidemment. Mais il y a des cas où nous ne trouvons pas cette expertise au niveau national. C'est surtout dans ce cadre-là que nous faisons appel à la main-d'œuvre expérimentée, spécialisée à l'international. Parce que c'est une réalité, nos jeunes sont des chômeurs un peu partout. Merci. Je ne sais pas si j'ai oublié une certaine question, mais je pense que c'est laquelle? Il y a une question qui vient du Tchad. Oui. Ou de la République démocratique du Congo. C'est la demande de clarification. J'ai commencé par là, c'est même par là que j'ai commencé. Des réfugiés et des migrants. Oui, okay. C'est par là où j'ai commencé, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Bien, je vous remercie. D'accord, c'est bien. Donc, il reste une question pour Ève-Marie. Le projet que je vous ai présenté, qui s'inscrit donc dans un projet européen qui s'appelle Move You, s'adresse en fait à un public qui est déjà présent en Belgique et qui est arrivé probablement par des voies migratoires pas tout à fait légales. Mais donc, ces personnes se retrouvent bien en Belgique. Elles sont accompagnées, une fois qu'elles sont identifiées et qu'elles signifient qu'elles veulent réellement avoir des papiers pour pouvoir s'installer en Belgique, elles sont accompagnées par un service qui s'appelle au Forum la cellule primo-arrivant. Et une fois qu'elles sont accompagnées dans un parcours finalement d'intégration professionnelle, ce parcours se fait en accord avec différents partenaires de formation qui sont des opérateurs publics
donc les formations sont gratuites. Et ici, en l'occurrence, les formations français, langue étrangère et de communication pour s'intégrer sur le marché du travail est proposée par le Forum. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Le Maroc va ajouter une donnée assez intéressante sur l'insertion. Oui, juste une petite donnée, c'est que l'ANAPEC, grâce à ses 83 agences qui sont implantées sur tout le Maroc et ses 600 conseillers en emploi, elle arrive annuellement à insérer plus de 90 000 jeunes chaque année, c'est-à-dire 90 000 y compris le placement à l'international. Donc la grande partie d'insertion, c'est au niveau national. Nous nous approchons de 100 000 insertions annuellement. Merci. En tout cas, j'espère que l'ensemble des panélistes ont répondu de manière claire et concise à vos questions. Donc, on arrive à la fin de la conduite de cet atelier. Ce qu'il faut qu'on retienne très certainement des différents exposés de nos panélistes, c'est que la migration de main-d'œuvre impacte très certainement le marché du travail national. Cet impact peut être positif, il peut être négatif également. Tout dépend de la manière dont on gère cette question-là. On a vu que si on prend la démarche du Maroc, on va prendre les démarches une à une, on a vu que le Maroc a fait un gros travail sur l'information sur le marché du travail. Donc, ça fait partie des fonctions d'un service public d'emploi. Connaître son marché du travail, savoir où il y a des besoins en main-d'œuvre, savoir là où il peut y avoir des risques de tension. Quand il y a une tension sur un marché du travail, c'est qu'il y a une offre d'emploi qui n'est pas pourvue. Ça veut dire que la quantité d'offres d'emploi est supérieure à la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les employeurs cherchent des profils et les employeurs n'arrivent pas à trouver les profils. Donc, on peut, sur une question de nationaliste, dire on ne fait pas venir la main-d'œuvre étrangère, mais le temps de former un ingénieur, en Europe, c'est 10 ans. Il faut 5 ans pour le former, pour qu'il ait son diplôme. Après, il faut 2 ans de stage et 3 ans d'expérience professionnelle. Et après 10 ans, on est sûr et certain que lui, il est un ingénieur autonome. Il peut prendre en charge des projets. Donc, le temps de former quelqu'un, ah ben, on peut le trouver ailleurs, on le prend. On est dans une logique de mondialisation. Donc, à un certain moment, si on ne connaît pas son marché du travail, on ne peut pas interagir là-dessus. On va subir parce que tout simplement, on ne sait pas où il y a des besoins. Et ce travail de l'enquête sur les besoins dont a parlé le Maroc et le DG de la NPE ce matin, l'enquête de besoins en main-d'œuvre, c'est un travail que doit faire un service public d'emploi parce que nous devons disposer des informations sur le marché du travail. Savoir quels sont les métiers pour lesquels on n'a pas de main-d'œuvre ou les métiers pour lesquels on a trop de main-d'œuvre. Pour ne pas continuer à former, pour savoir comment on oriente nos plans de formation ou comment on peut accueillir de la main-d'œuvre étrangère. C'est une question de choix et ce choix-là, je peux dire qu'au niveau des services publics d'emploi, on n'a pas à le faire, on a à chercher ces informations. C'est à l'État maintenant de prendre sa responsabilité, de savoir est-ce qu'ils font le choix de développer des secteurs, de développer de la formation pour répondre aux besoins du marché du travail ou de faire introduire de la main-d'œuvre étrangère pour répondre. Parce qu'un pays qui ne répond pas aux besoins des entreprises qui ont besoin de créer de la richesse et créer de la croissance, on ne peut pas créer de l'emploi. On peut toujours chercher à lutter contre le chômage, on ne peut pas lutter contre le chômage. Il faut voir les choses inversement. Ça veut dire travailler pour créer de l'emploi. C'est sur ça qu'on a quelque chose de positif à faire, créer de l'emploi. Parce que le chômage, comme certains l'ont dit, on le subit parce que tout simplement, quelqu'un peut s'inscrire dans un service public d'emploi, il ne cherche pas réellement de l'emploi. Donc, par contre, s'il y a de l'emploi,
ah ben, si le demandeur d'emploi ne souhaite pas travailler, ah ben, il y aura quelqu'un qui viendra. Ne vous inquiétez pas, même s'il est en République démocratique du Congo ou au Gabon, il prendra l'odeur de l'emploi à côté. Il viendra tout seul. Les couloirs migratoires existent depuis des millénaires, donc ils savent où trouver le travail. Donc ça, c'est un point important. Donc la maîtrise de l'information a permis au Maroc de savoir qu'il y a pas mal de travailleurs agricoles qui n'ont pas de boulot et qui ont besoin de travailler. J'ai discuté avec le responsable de la com de l'ANAPEC. Eh bien, ces régions-là où les migrants partent, eh bien, ces régions ont connu un développement énorme. Et les gens ont amélioré leur habitat, ils ont amélioré leur matériel. Et pas mal d'entre eux, ceux qui partent souvent maintenant, ils n'ont pas de problème pour avoir des visas. Parce qu'ils ont l'habitude de partir, repartir, partir, repartir. Donc voilà, eh bien, ils ont un visa de touriste s'ils veulent, sans problème. Donc à un certain moment, cette capacité d'interagir sur le marché du travail, c'est notre responsabilité en tant que service public de l'emploi. Travailler aussi sur tout ce qu'on appelle la politique active du marché de l'emploi. C'est extrêmement important parce que si on n'intervient pas sur la politique active du marché de l'emploi, les entrepreneurs ne créeront pas d'emploi. Parce qu'ils ne prendront pas le risque d'investir leur argent et ne pas avoir en face des travailleurs pour faire fructifier leur investissement. Donc tout ce travail-là, c'est de notre rôle d'adapter la formation, d'orienter et même de donner un coup de main aux jeunes qui ont leur diplôme et qui n'arrivent pas à serrer le marché du travail. Et notre rôle en tant que service public d'emploi, c'est de les accompagner. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail sur cet aspect-là. J'aurai l'occasion demain matin, lors de mon exposé, de vous présenter pourquoi, en tant que service public d'emploi, on a un ensemble de fonctions et qu'on doit les remplir pour permettre de créer une sorte de dynamique sur le marché du travail, pour faire sentir aux acteurs économiques, les employeurs et les demandeurs d'emploi, qu'on est au cœur de l'action. Et une fois qu'on est au cœur de l'action, c'est sûr, les moyens viendront. Les moyens viendront par le gouvernement et les moyens viendront par les partenaires aussi, parce qu'ils voient qu'il y a du travail qui est fait. Donc, et à partir de ça, c'est à ce moment précis que nous, en tant que service public d'emploi, j'ai parlé de Pôle emploi tout à l'heure, on a un ensemble d'indicateurs. Et ces indicateurs-là, tous les ans, sont scrutés par les pouvoirs publics pour savoir si on a atteint nos objectifs. Et tout le travail qu'on fait, on le fait pour le public et aussi pour fournir un service public. Et ce service public, c'est le service public de l'emploi qui crée de la dynamique et qui permet de créer de la richesse et de la croissance. Merci.